Alors, il est 13h05, on va pouvoir débuter ce webinaire. Ça fera arriver les retardataires. Je vais donc introduire notre rencontre du jour. Je vois que certains disent ne pas avoir le son dans le chat. Je vous invite à réactualiser votre page de connexion et à jouer avec les réglages son. Il faut généralement sélectionner haut-parleur par défaut pour que cela fonctionne. Du coup, je laisse l'IGPDE gérer ces questions techniques, a priori peut-être en écrivant aux personnes dans le chat. Voilà, ce point technique étant terminé, bonjour donc à toutes et tous. Bonjour Bastien Civil, merci beaucoup d'être présent avec nous aujourd'hui. Merci à tous d'être connectés en nombre ce midi pour ce nouveau webinaire du cycle Il et elles l'ont fait. Qui est porté par la Fabrique d'innovation pour les transitions du secrétariat général du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. C'est un cycle qui est un fruit du partenariat qui lie donc notre fabrique et notre sous-direction de l'innovation pour les transformations avec l'Institut pour la gestion publique et le développement économique, donc IGPDE, qui est l'organisme de formation du ministère de l'économie et des finances. C'est pourquoi le public aujourd'hui est composé à la fois d'agents du ministère de la transition écologique et puis d'agents du ministère de l'économie. Donc, dans le cadre de ce partenariat, il y a différents événements qui sont régulièrement organisés, auxquels vous avez peut-être déjà eu l'occasion de participer. Donc des conférences économie et changement climatique sur les croisements entre enjeux économiques et climatiques et les impacts des uns sur les autres. La prochaine conférence se déroulera d'ailleurs le 23 avril prochain et traitera de l'assurabilité des risques climatiques. Vous pouvez vous y inscrire dès à présent sur le site de l'IGPDE. Dans le cadre de ce partenariat, nous organisons aussi des rencontres économiques sur des thématiques environnementales, des événements 90 minutes pour le lire consacrés à des ouvrages traitant d'enjeux écologiques, et puis ce fameux cycle Il et elles l'ont fait qui nous réunit aujourd'hui. Donc ce cycle, on l'a lancé en mai 2023. Et il se compose à la fois de conférences débats donc sous forme de webinaires comme celui qui nous réunit aujourd'hui, mais aussi de visites apprenantes donc qui permettent de rencontrer et de se déplacer physiquement sur des lieux, des entreprises, des acteurs qui ont redirigé leur modèle économique pour plus de soutenabilité et qui ont réalisé leur transition écologique et sociale. L'an passé, on a donc eu l'occasion de rencontrer Virginie Resson-Victor, qui est cofondatrice et porte-parole du Grand Défi des entreprises pour la planète, ainsi que Emery Jacquilla, qui est président de CAMIF et cofondateur de la communauté des entreprises à mission. Et puis, les participants du cycle ont aussi eu l'occasion de visiter deux lieux démonstrateurs de la transition écologique, que sont le campus de bureaux en bois, l'Arboretum à Nanterre, et l'hôtel logistique Sogaris, situé sur l'écoquartier de la Chapelle internationale, dans le 18e arrondissement de Paris. Voilà pour la présentation de ce cycle. Je rappelle que les webinaires font l'objet d'enregistrements. Donc c'est le cas aujourd'hui, c'est le cas aussi de ceux dont je viens de vous parler. Donc n'hésitez pas à programmer des séances de rattrapage. Aujourd'hui, nous avons donc le grand plaisir de recevoir Bastien Civil pour donc un webinaire consacré au modèle économique coopératif, écologique et citoyen. Donc Bastien, à nouveau, je vous remercie chaleureusement d'avoir accepté notre invitation. Et puis je vais vous présenter rapidement avant évidemment de vous laisser la parole pour votre intervention. Bastien Civil, vous êtes cofondateur de la société coopérative d'intérêt collectif, donc SIC, la SIC Mobicop, qui est la principale plateforme coopérative de mobilité partagée, écologique et solidaire en Europe, et qui propose un site de covoiturage libre et gratuit. C'est donc à la fois cette première dimension de votre parcours d'entrepreneur de l'économie sociale et solidaire, engagé en faveur de la transition écologique que vous allez partager avec nous aujourd'hui. Mais vous allez également revenir sur votre engagement pour promouvoir le modèle coopératif, en particulier celui des SIC, puisque depuis 2019, vous défendez ce modèle économique particulier à travers une alliance qui s'appelle l'Alliance des licornes, donc les coopératives de la transition, que vous présidiez jusqu'à début mars et que vous avez cofondé.
Les licornes, vous allez y revenir en détail, mais ce sont 13 sociétés coopératives qui ont décidé de coopérer justement pour mieux défendre leur idéal écologique, démocratique et solidaire, en faisant un peu la preuve qu'il est possible de répondre à de nombreux besoins du quotidien avec un modèle économique qui serait uniquement coopératif. Et puis plus récemment, vous en toucherez sans doute un mot également, votre engagement a également pris une dimension civique, sociétale, je dirais, avec le lancement de l'opération Milliard qui a eu lieu officiellement hier, si je ne me trompe pas, qui est un fonds citoyen dont l'objectif est de collecter 1 milliard d'euros pour financer des projets de transformation écologique et sociale et pour réussir une transition écologique juste. C'est donc de l'ensemble de ces activités dont vous allez nous parler aujourd'hui. Et donc, avant de vous laisser la parole, je vais juste faire un tout petit point technique pour favoriser au maximum l'interactivité du webinaire, même si on n'est pas en mesure, parce que vous êtes très nombreux à être connectés, de vous donner la parole à l'oral. N'hésitez pas à poser tout au long de l'intervention et au fil de l'eau dans le chat des questions. Moi, on a prévu 2 séquences de questions-réponses avec Bastien Civil et je me ferai porte-voix de vos questions auprès de Bastien pendant ces séquences. Je vous laisse donc la parole, Bastien, peut-être en vous proposant de commencer par nous raconter l'histoire de Mobicoop, de son processus de création, peut-être jusqu'au passage à l'échelle de la coopérative, et puis on pourra ensuite, dans une seconde partie, revenir sur l'Alliance des licornes et puis sur le lancement de cette opération Milliard, si cela vous convient. Oui, absolument. Merci Léa pour cette introduction et l'invitation, et bonjour à toutes et à tous. Écoutez, je vous parle depuis un moment qui est un peu particulier, puisque effectivement on a lancé l'opération Milliard hier et que je y reviendrai, mais tout ça prend une tournure et une dimension qui est très forte, et voilà, je suis un peu au milieu de tout ça. Et je crois, et je vais bien sûr commencer par Mobicoop, mais ce qui fait le lien de tout ce dont on va se parler maintenant, c'est la question de la réarticulation entre nos modèles économiques et les organisations qui les portent, et le sujet de la transformation écologique juste, qu'on voit bien toutes et tous qu'on a devant nous et qu'on va devoir réaliser. Et s'il y a un fil conducteur ce dont on va se parler, c'est celui-ci. Deuxièmement, je vous propose d'être assez bref, de façon qu'on puisse être dans l'échange le plus possible, plutôt que de vous dérouler une présentation qui serait trop longue. Et donc surtout, n'hésitez pas à m'interrompre, Léa, s'il y a des questions, et qu'on fasse ça de façon vraiment interactive. Alors, ceci étant dit, on a créé Mobicoop en 2018. Ça, c'est la date de création de la coopérative, mais cette coopérative a été constituée de la fusion entre une association qui s'appelait Covoiturage Libre et une entreprise qui s'appelait Covivo. J'y reviens 2 minutes parce que dans cette fusion se dit beaucoup de choses. Se dit d'abord ce qu'il y avait au cœur de chacune de ces entités. Ce qu'il y avait au cœur de Covivo, c'était comment est-ce qu'on déploie pour les collectivités territoriales des dispositifs de partage de la mobilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que depuis les années 2010, puisque Covivo a été créé en 2007, depuis les années 2010, enfin, peut-être même un petit peu avant, un ensemble suffisant de collectivités territoriales se sont mises à se dire il faut qu'on partage la mobilité individuelle pour réduire l'impact écologique de la voiture, et à se le dire avec suffisamment de densité pour que ça fasse naître un marché sur lequel puisse se positionner une entreprise qui était Covivo. Voilà pour Covivo, qui dit quelque chose des collectivités territoriales et du partage de la mobilité individuelle. Ce que disait de son côté l'association Covoiturage Libre, c'était une grande plateforme. Blablacar est née sur la question du covoiturage. Ces grandes plateformes numériques s'appuient sur des mécanismes de collaboration entre les gens, c'est-à-dire
la collaboration entre des gens qui ouvrent leur voiture et des gens qui acceptent d'y entrer, ne serait-il pas judicieux que cette collaboration ne soit pas complètement privatisée, c'est-à-dire appropriée par une plateforme détenue par des fonds privés, à la fois de ses fondateurs, mais aussi des fonds privés, y compris des fonds américains, et je dis ça avec la plus grande amitié pour la terre américaine sur laquelle j'ai fait mon doctorat et que j'aime plus que tout. Mais ça nous pose quand même une question. Et donc, on y a apporté une réponse qui était de dire il nous faut une association qui, finalement, fasse du collaboratif sous forme associative. Vous voyez, c'est-à-dire sans lucrativité de l'acte de générosité qui est l'ouverture de la voiture. Alors ça, c'est les deux structures qui, sous mon impulsion, ont décidé de se réunir en 2018, mais donc à partir de discussions qui étaient menées depuis 2016. Et quand je dis sous mon impulsion, je le dis avec beaucoup d'humilité, parce que tous ces projets-là sont toujours collectifs, mais ce que moi j'ai amené là-dedans, c'est le fait de dire, OK, mais donc d'une association et une entreprise privée, on peut faire un truc qui est différent, qui est une coopérative d'intérêt collectif. C'est-à-dire quelque chose qui a un modèle économique, mais qui a un nombre de parties prenantes très important, un peu sous le modèle associatif, et qui donc va avoir aussi une dimension de transformation sociale. Et ça, c'est la naissance de la coopérative, avec assez vite 1200 sociétaires. Nous, on parle de sociétaires et non pas d'actionnaires, c'est-à-dire de personnes qui ont mis du capital dans la coopérative, qui sont donc appelées à s'exprimer dans nos assemblées générales, mais qui s'y expriment selon la forme suivante, une personne égale une voix, et non pas une action égale une voix. Et ça, c'est très important dans nos coopératives, parce que cela signale des formes démocratiques de gouvernance. Et donc, cela signale plusieurs choses. Cela signale qu'on est l'expression d'une vision de transformation portée par l'ensemble des parties prenantes, et non pas par quelques-unes, et que donc notre objet social est d'intérêt collectif. C'est pour ça que nous nous appelons des sociétés coopératives d'intérêt collectif, et qu'il est relié aux besoins de l'ensemble de ces parties prenantes, et notamment des territoires. Et pour mémoire, ces sociétés coopératives particulières, les SIC, Sociétés coopératives d'intérêt collectif, sont nées très récemment dans l'histoire coopérative, puisqu'elles sont nées en 2001, et notamment pour répondre à un enjeu de capacité d'association des collectivités territoriales à la gouvernance de ces objets coopératifs. Donc ça, c'est la naissance de la coopérative, et c'est finalement ce dont je suis le plus proche, parce que mon rôle, ça a été de fonder la coopérative. Cette naissance a été complétée en 2021 par une fusion avec une autre coopérative d'intérêt collectif qui s'appelle Réseau Pouce. Réseau Pouce installe des panneaux d'autostop sécurisés sur un ensemble de territoires. Ce qui fait que, suite à cette fusion, Mobicop s'est mise à offrir 3 grands types de services aux collectivités territoriales. Un service de covoiturage, donc on installe les plateformes de covoiturage des collectivités locales. Par exemple, si vous êtes dans les Hauts-de-France, la plateforme des Hauts-de-France s'appelle Passe-Passe Covoiturage. Tous les habitants des Hauts-de-France sont invités à utiliser Passe-Passe Covoiturage. Derrière Passe-Passe Covoiturage, c'est l'infrastructure technique de Mobicop, et ce sont les méthodes de Mobicop d'animation. Premier service. Deuxième service, un service de mobilité solidaire, parce que les systèmes de covoiturage ne sont pas efficients pour desservir notamment les zones rurales, dans lesquelles la densité est insuffisante, ou est utile pour des personnes qui sont en difficulté financière ou de santé. Et donc, on a un dispositif là particulier, si vous voulez bien, je ne le détaille pas maintenant parce que ce serait un peu long, mais particulier, qui s'adresse aux territoires ruraux et aux personnes en difficulté de santé et économie. Et donc, ce troisième dispositif qui est
l'autostop organisé, où on a déployé 7000 panneaux dans 3000 communes. Ce que vous entendez à travers ça, c'est une deuxième chose, je crois, importante qu'il faut retenir de notre dimension coopérative, la première étant notre gouvernance. Cette deuxième chose importante, c'est que ce que nous produisons, c'est de l'innovation sociale. C'est que pour faire face à l'empreinte de la voiture, ce que nous disons, c'est que la seule innovation technologique ne suffit pas. Et je vais même aller au-delà, et ce faisant, prenant un peu d'avance sur ce que je dirais à propos des licornes et de l'opération MIA, je pense qu'aujourd'hui, 1 euro investi dans l'innovation sociale a une efficacité écologique et sociale très supérieure à 1 euro investi dans l'innovation technologique, pour une raison extrêmement simple, c'est que nos sociétés ont massivement investi dans l'innovation technologique depuis l'après-guerre, et qu'aujourd'hui, de ce fait, l'utilité marginale d'1 euro dans l'innovation sociale produit plus de valeur. Je vous en donne un exemple qui est lié à Mobicop. Quand nous faisons entrer une personne dans une voiture, nous divisons par 2 l'empreinte de gaz à effet de serre produit par la voiture. Par 2. Pour diminuer de 0,1% le niveau de consommation de carburant pour un moteur thermique, les constructeurs automobiles dépensent des milliards d'euros. Et il est bien qu'ils le fassent. C'est très bien, il le faut. Il faut cette innovation technologique. Donc mon sujet n'est pas du tout d'opposer les deux. Mon sujet est simplement de dire que la réserve d'efficacité qu'il y a dans l'innovation sociale est aujourd'hui plus importante. Et pour faire entrer une personne dans une voiture, cela nous demande de l'investissement. Car la confiance entre les gens ne se décrète pas. Elle s'invente, puis elle se met en méthode. Et ces méthodes sont ensuite exploitées par la coopérative. Et donc, en disant ça, j'emploie exprès des mots qui sont proches des terminologies d'investissement dans l'innovation technologique. Il y a un cycle d'investissement et de rentabilité de l'innovation sociale. Et donc, il est très important que des capacités financières lui soient affectées. Voilà, aujourd'hui, la coopérative emploie 35 personnes. Il y a un peu plus de 600 000 comptes utilisateurs sur nos plateformes. Et la coopérative avance dans une gouvernance qui est constituée, qui a été renforcée lors d'une levée de fonds d'un peu moins d'1 million d'euros il y a 2 ans. Et le levée de fonds a à la fois porté la coopérative, mais qui m'a fait très concrètement toucher du doigt la difficulté de financement de nos modes d'organisation, puisque notre principal concurrent est néanmoins camarade, puisqu'on se connaît très bien et qu'on se respecte beaucoup, qui est une entreprise ESUS, donc de capitaux, mais néanmoins ESUS, a levé en 3 ans 12 millions d'euros, là où nous en levons 1. Et pour une raison qui est très simple, il n'y a pas dans nos modèles de ce qu'on appelle, pardon pour le langage financier, mais de culbute en fin de partie, c'est-à-dire de sortie avec des plus-values de cession extrêmement importantes. Il n'y a pas ou très peu de distribution de dividendes et il n'y a pas de capacité à contrôler nos gouvernances. Nous sommes des projets d'intérêt collectif, nous agissons pour l'intérêt général. L'intérêt privé est toujours secondaire. Et cela fait que l'investissement est plus compliqué dans nos structures. Et cela motive aussi l'opération Milliard, dont je vous dirai quelques mots plus après. Voilà, Léa, peut-être pour ce premier segment d'exposé. Merci beaucoup. J'ai une question dans le chat sur une question de précision pour avoir les infos précises sur l'outil pour la mobilité en milieu rural auquel vous avez fait référence. Juste savoir où est-ce qu'on peut aller chercher des informations sur cet outil. Et il faut que vous alliez sur le site de mobicop.org et notamment un sous-site qui est pro.mobicop.org qui s'adresse aux collectivités territoriales plus directement et non pas à nos centaines de milliers d'utilisateurs pour décrire nos offres et nos outils. Merci beaucoup. N'hésitez pas donc à poser des questions dans le chat. Je vais m'en faire porte-voix. Peut-être
Une première question pour rebondir, notamment par rapport à ce que vous disiez à la fin là, de votre première intervention. Il y a parfois des détracteurs ou des personnes qui s'interrogent sur la viabilité économique, la solidité économique du modèle uniquement coopératif. En somme, est-ce que les coopératives sont des entreprises performantes et est-ce que c'est possible d'entreprendre sans rechercher le profit avant tout? Vous avez commencé à esquisser des premières pistes de réponse à tout ça, mais qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut, est-ce que les structures à gestion désintéressée, à gouvernance démocratique, peuvent avoir un modèle économique pérenne? C'est un peu la première question, mais qui sans doute aussi vous permettra de commencer à aborder l'Alliance des licornes. Et vous voulez bien, je vais répondre en 2 temps à cette question. Bien sûr. Le premier temps, qui est un temps de l'ordre de l'analyse objective, les taux de chute des coopératives sont moins importants que les taux de chute des sociétés de capitaux. C'est des données qui sont, je crois, sur le site de la BPI. Donc, en fait, quand vous analysez pour 10 structures qui se créent, vous prenez 10 coopératives, il y a moins de morts de coopératives que 10 entreprises classiques. Tout simplement parce que, je crois, les projets coopératifs sont plus durs à faire naître pour assembler des gens. C'est facile de mettre 300 000 balles sur la table. Tout le monde peut le faire. Et de faire naître une entreprise. C'est plus difficile de réunir un ensemble de collectivités territoriales pour dire on a tel besoin, etc. Mais de cette difficulté naît une forme de stabilité. Et donc, et je fais un petit pont vers les licornes. Les licornes, c'est un pied de nez. Les licornes, donc avec 2 O, sont un pied de nez aux licornes avec un O. Les licornes avec un O, vous le savez, sont des entreprises valorisées plus d'1 milliard de dollars et qui sous-tendent tout un mouvement qui est celui des startups qui a été extrêmement puissant ces dernières années et qui continue à l'être. Les licornes avec 2 O, ce qu'on y dit, c'est que on a autant de volonté que les licornes avec un O, mais que ce que nous produisons a de la valeur sociale et écologique. Il nous semble qu'aujourd'hui, c'est ce qui doit être promu, plutôt que des choses qui n'ont, pour pas mal d'entre elles, absolument aucun intérêt. Je rappelle que la dernière licorne avec un O, en tout cas une des dernières, Sorar, valorisée plusieurs milliards de dollars, investissement de plusieurs centaines de millions d'euros en levée de fonds en quelques mois ou une année, produit des cartes numériques à l'effigie des joueurs de foot. Donc je le dis très tranquillement et avec beaucoup de sérénité, ceci n'est pas ce dont la société a besoin. Donc, et pourquoi je fais ce détour-là par les licornes et par les startups, les licornes avec un solo et les licornes avec les startups, c'est que le modèle de financement de ça, les thèses d'investissement des fonds d'investissement, qui sont connus, hein, je révèle rien là, c'est on investit dans 10, on en perd 7, il y en a 2 qui survivent et il y en a une qui surperforme et qui permet de compléter le cycle économique de tout ça. Parmi nos licornes, avec 2 O, dont j'ai présidé l'Alliance, je peux vous le dire, depuis 4 ans, on a fait entrer 13 licornes. Il y en a une qui est en grande difficulté aujourd'hui. C'est exactement le ratio inverse. Alors maintenant, je vais arriver au deuxième élément de réponse de cette question. Pardonnez-moi d'être un peu long, mais nous sommes au cœur du sujet. En vérité, ce qui n'est pas viable, ce sont les cycles d'exploitation économique actuels. Ceci n'est pas viable. Ce qui est considéré assez largement comme une utopie, c'est-à-dire nos coopératives, en vérité, sont une forme économique qui est compatible avec la transition qu'on doit pouvoir mener. Et là, je le dis encore avec beaucoup, vous savez, j'interviens beaucoup, j'ai 44 ans, j'ai 2 enfants, enfin, je ne sais pas comment vous dire, je suis serein et heureux. Mais le modèle économique qu'on a inventé au XXe siècle est en train de détruire le vivant. C'est ça qui n'est pas viable. Les structures de capitaux
qui sont dans une course à la croissance parce que le capital, les organisations de capitaux sont nécessairement dans une course à la croissance parce qu'il faut rémunérer le capital. C'est pas un discours de gauche que je vous tiens, c'est un discours d'entrepreneur. Quand vous avez une structuration en capital, vous êtes obligé d'aller chercher de la croissance pour rémunérer le capital. Cette croissance n'est pas compatible avec la finitude du monde. Celles et ceux qui ne disent pas ça ne parlent pas une langue exacte. Et donc, si on veut être exact, ce qui est pérenne dans le temps, ce sont des modèles qui ne sont pas basés sur cette lucrativité. Donc oui, nos modèles coopératifs sont plus pérennes à court terme et infiniment plus pérennes à long terme. Merci beaucoup. Une autre question dans le chat qui vous demande si, alors là je pense plutôt avec Mobicop, vous aviez bénéficié au lancement ou tout au long de votre activité de soutien public, notamment de fonds, des fonds à impact, de fonds solidaires, etc. Et quelles relations vous entretenez peut-être pour prolonger la question avec la sphère publique. Vous l'avez évidemment dit puisque il s'agit d'une SIC, donc Société coopérative à intérêt collectif, dans laquelle des collectivités territoriales sont impliquées, mais peut-être revenir un peu plus sur cette voilà, cette formation coopérative qui intègre à la fois des sociétaires et des collectivités. Alors. Et sur les fonds que vous avez pu recevoir, ou pas? Je suis en train de me retracer cette histoire-là parce que j'ai fait plusieurs levées de fonds pour différentes entreprises dans ma vie et donc je reprends celle-ci. Globalement, le financement de Mobicop s'est fait en 2 temps. Je réponds à la question dans le chat. Oui, nous connaissent bien ECOP, c'est ceux les camarades dont je vous parlais tout à l'heure, et qui effectivement ont une structuration en capitaux qui leur a permis de lever beaucoup plus d'argent et plus rapidement que nous, mais on mange régulièrement ensemble et on s'apprécie beaucoup, mais c'est effectivement 2 modèles économiques. Donc je reviens sur la question du financement. Il y a eu 2 étapes. Il y a eu une première étape qui est la constitution de la coopérative. Là, globalement, 1200 sociétés ont apporté, je vous le dis de mémoire, mais 250 000 euros, qui a permis de faire un premier pool, plus les apports en nature de Covivo et de l'association de covoiturage libre. Donc on devait être à un capital social de 400 000 euros constitutifs, et qui sont 400 000 euros qui viennent d'une dimension citoyenne, en fait, de citoyenneté économique globalement. Ensuite, on a cherché à faire une levée de fonds. Et là, ça a été très difficile parce que, pour les raisons que je vous ai mentionnées, je ne rementionne pas. Au final, qui a participé à cette levée de fonds? La CGSCOP, c'est-à-dire la Confédération Générale des Sociétés Coopératives et Participatives, qui est une branche de la grande famille coopérative. Je ne détaille pas. La Massif, qui en tant que mutuelle, et donc partie prenante de l'économie sociale, et par ailleurs ayant des objectifs industriels proches de ce que nous produisons à Mobicop. Je passe aussi assez vite les détails des enjeux assurantiels. La Massif est intervenue également. Et enfin, la Caisse des dépôts et consignations, donc des territoires, qui a complété le tour de table. Un tour de table que je redis être très petit, puisqu'on parle d'1 million d'euros. Et donc, vous voyez bien que par rapport à ce qu'on a à produire comme valeur sociale, écologique, sur le partage de la mobilité, ce sont des montants, et j'espère ne choquer personne en disant ça, mais qui sont globalement l'épaisseur du trait, en fait. Voilà. Alors ça, c'est sur le financement. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les collectivités territoriales, elles ne sont pas sur le financement, mais sont sur le modèle économique. Aujourd'hui, la coopérative fait 1 600 000 euros de chiffre d'affaires, qui est un chiffre d'affaires qui est complètement de la valeur ajoutée, puisque nous ne vendons pas de choses que nous achetons. Donc,
c'est quand même un chiffre d'affaires assez conséquent, puisque c'est de la création de valeur immatérielle en direct, hein, est apporté à 80, ce chiffre d'affaires est apporté à 80% par les collectivités territoriales. Donc c'est un rôle très très important, parce que dans le financement d'opérations du type des nôtres, certes le financement en capital est important, mais est encore plus important la dimension chiffre d'affaires, qui fait que nous pouvons vivre sur le long terme. Merci beaucoup. Autre question dans le chat, on nous dit je découvre Mobicop, mais je connais l'entreprise, donc qui est une start-up de l'ESS également, Ecov. Je suppose que vous connaissez aussi. Est-ce que avec Ecov vous seriez concurrents, partenaires? Est-ce que vous travaillez ensemble ayant le même modèle économique ou non? Et puis, deuxième question, comment est-ce que vous faites connaître Mobicop? Quel type de plaidoyer peut-être vous développez? Et je pense que ce sera peut-être l'occasion aussi de commencer à détailler, déployer un peu plus voilà, l'action aussi de plaidoyer portée par les licornes et l'intérêt de ce modèle intercoopératif pour faire connaître vos activités dans les différents secteurs sur lesquels vous intervenez. Ok. Écoutez, oui, comme je le disais, Ecov, aujourd'hui, Ecov est à la fois un partenaire et sans doute notre principal concurrent, puisque Ecov est une société, comme vous l'avez dit, de l'ESS au titre de l'agrément ESUS. Donc, pardonnez-moi pour le jargon et le détail, mais c'est important. Qu'est-ce que ça... Alors, attendez, je vais finir avant de vous dire la différence. Mais donc, globalement, Ecov est en concurrence avec nous au sens où c'est une entreprise de l'ESS qui travaille pour les collectivités territoriales sur des questions de partage de la mobilité. Après, dans le détail de nos offres, on est très complémentaires puisqu'on n'offre pas la même chose. Ecov offre des panneaux lumineux pour faire du covoiturage sur certains tronçons. Ce sont des lignes de covoiturage à dimension numérique. Nous n'opérons pas de lignes de covoiturage à dimension numérique. Ce qui se rapproche le plus de ça chez nous sont nos panneaux d'autostop qui finissent par créer des lignes en fait sur les territoires, mais qui sont alors je ne sais pas si le choix est très bien choisi dans la terminologie, mais qui sont low-tech, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de numérique embarqué dans l'infrastructure. Donc ça lui donne aussi une pérennité et une cohérence écologique. Mais du coup, globalement, on n'a pas les mêmes produits. Donc ces complémentarités font qu'on peut être en discussion pour des actions communes, et donc nous le sommes, et pour moi, on est plus en convergence qu'en concurrence. Après, ça montre bien, entre Ecov et Mobicop, s'il y a une différence, c'est celle de la forme juridique. Ecov appartient à une personne, globalement, qui doit aujourd'hui être encore majoritaire, qui est son fondateur. Donc, l'argent public qui va dans Ecov, à un moment, finance des éléments patrimoniaux. Et voilà, et je le dis sans... Enfin, les modèles sont simplement différents. C'est tout. Comme ça, la coopérative est d'intérêt collectif. Donc moi qui l'ai présidé pendant presque 8 ans, j'avais 2 parts sociales, c'est-à-dire 2 fois 100 euros, et je n'en retirerai pas plus. Et de ce fait, les décisions, à un moment de la gouvernance, et ça je le sais parce que moi j'ai présidé des entreprises, des sociétés de capitaux, et j'ai présidé des coopératives, à un moment, votre réflexe de dirigeant n'est pas exactement le même quand vous êtes simplement mandataire de quelque chose qui ne vous appartient pas, qui vous dépasse, qui est là pour l'intérêt général, de quand cette chose vous appartient. Et donc ça fait une petite différence. Alors maintenant, sur le plaidoyer, la transition est assez bien trouvée avec ce que je viens de dire avant. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il y a une cohérence pour les acteurs territoriaux et les acteurs publics de travailler avec des acteurs d'intérêt général privés n'appartenant pas à des personnes physiques. Voilà. Je crois qu'il y a une cohérence dans une approche de l'intérêt général, dans des formes de gouvernance qui sont des formes démocratiques. Et donc, et je l'ai dit plusieurs fois, pour moi,
acteurs publics, coopératifs d'intérêt collectif, même combat. Enfin, on est dans le même, bateau. Et c'est tellement vrai que avant la construction de la coopérative, alors que je n'avais la présidence que de l'association Covoiturage Libre, j'avais été voir la SNCF en leur proposant de leur amener la communauté. La SNCF avait alors un site de covoiturage, et je m'étais dit, pourquoi ce ne serait pas l'acteur public qui gérerait en direct cette communauté d'intérêt général. Et donc, cette singularité de la forme et son adéquation avec les acteurs publics sont un motif de plaidoyer, de distinction par rapport aux acteurs privés. Et donc, effectivement, pour dire notre différence, nous avons créé cette alliance des licornes avec 2O qui regroupe 13 coopératives sur plusieurs, excusez-moi, le nombre m'échappe à l'instant, mais plusieurs secteurs de transition qui sont importants. L'énergie, avec Enercop qui fournit de l'électricité durable à 200 000 personnes. La distribution de produits bio avec Biocop qui fournit 4 millions de consommateurs. Les circuits courts avec Cop Circuit. Le réemploi avec Label Emmaüs qui est la place de marché d'Emmaüs. La mobilité avec Mobicop dont je vous ai parlé, mais aussi avec Cities qui fait de l'autopartage de l'autopartage de ville, de flotte, pardon, excusez-moi, pour être plus précis, l'autopartage de flotte, Railcop qui fait du train, Wincop qui fait du fret à la voile. Donc ça, c'est sur les dimensions de mobilité. Les dimensions bancaires, avec la nef, les dimensions culturelles, avec une plateforme de documentaire en ligne qui s'appelle Tank. Bon, je vais arrêter peut-être de dégrainer la liste, mais c'est tout ça pour vous dire que ce que nous cherchons à faire, c'est pouvoir avoir une offre complète qui amène des territoires, des organisations, des individus, des citoyens, pour faire une transition sur un ensemble d'actes de consommation. Aujourd'hui, l'Alliance, à travers ces coopératives, génère un peu plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, compte 130 000 sociétaires, c'est-à-dire 130 000 personnes qui ont mis de l'argent au pot commun et plusieurs milliers de collaborateurs. Donc, sans être quelque chose de très gros, devient quand même quelque chose de significatif. Et oui, j'ai oublié de mentionner, aujourd'hui, il y a presque 5 millions de consommateurs à travers nos coopératives. Donc cela nous donne une force comment dire, de légitimité sur le fait de dire que voilà, on est des modèles d'entreprise. Certaines des coopératives qui sont là depuis plus de 30 ans. On est capable d'agir sur un ensemble de secteurs. On est organisé, on est solide. On est une vraie offre différente de production, différente et en cohérence avec l'intérêt général. Donc, ça nous donne une position discursive, ou disons un plaidoyer, pour reprendre votre terminologie, qui est fort parce qu'il est aligné, parce qu'il est transparent, parce qu'il est sincère. Ça fait que ça fonctionne bien. Et puis, ça nous donne des forces de frappe de communication plus importantes, puisque nous mettons en commun un certain nombre d'outils et puis de ressources humaines pour mener des campagnes communes, notamment de communication. Merci beaucoup. Mais justement, concrètement, est-ce que vous pouvez peut-être revenir sur quelques actions, les actions que les licornes mènent ensemble, des outils qu'elles auraient développés ensemble? Est-ce que c'est de la mutualisation d'outils? Est-ce que c'est des levées de fonds, de financement? Voilà. Qu'est-ce que concrètement cette alliance intercoopérative a permis d'engranger? Alors, je vous donne je vous donne 4 exemples. Premier exemple, nous menons tous ensemble un festival annuel qui s'appelle l'Onde de COP, qui a chaque année une thématique.
et qui, doucement mais assez sûrement, est en train de se faire une place assez conséquente dans le paysage des universités de la fin de l'été, globalement, pour le dire comme ça. Donc, l'année dernière, on a fait nombre de COP sur le travail. Il y avait plus de 600 personnes, de très beaux panels. Donc, voilà, ça fonctionne. Ça, c'est un premier exemple. Deuxième exemple, nous avons fait une levée de fonds commune. Donc, on a appelé à du sociétariat pour injecter les capitaux dans l'ensemble de nos coopératives. Cette deuxième action, à mon sens, a moins porté ses fruits, mais sans doute lié à des problèmes dans son exécution, qui fait que nous n'avons levé, de mémoire, je crois que 600 ou 700 000 euros, ce qui est assez faible par rapport à nos capacités de lever si on fait la somme des coopératives qui nous composent. Troisième typologie d'action, nous menons des actions de marketing croisé entre nos coopératives, c'est-à-dire globalement, si vous êtes client de l'un ou de l'une, vous avez un avantage à être client dans l'autre, dans une autre. Et puis mon quatrième exemple, mais qui est, je pense, aussi intéressant, qui est de la mise en commun de compétences et d'expertise. On a quelque chose qui s'appelle le bouillon de VICOP, dans lequel tous les salariés de chargés de vie coopérative et au-delà même des licornes se réunissent une fois par mois pour partager leurs bonnes pratiques d'animation de la vie coopérative. On nous dit qu'on a 130 000 sociétaires, ça veut dire qu'on doit faire vivre ces 130 000 personnes pour que les assemblées générales se passent de bonne façon, etc. Et donc, tout ça, c'est un métier qui s'appelle animation de la vie coopérative, dans nos coopératives. Et donc, là, on va avoir de la mutualisation des compétences qui va être faite dans ce bouillon de vie. C'est pour ça, pardon Léa, mais j'ajoute, c'est pour ça que nous sommes une alliance et non pas une fédération. C'est-à-dire que nous ne cherchons pas, que beaucoup de coopératives ont tapé à la porte, on n'a pas ouvert la porte, ou assez peu, puisqu'on n'est que 13, et peut-être pas dans ce cénacle-là, mais je le dis ailleurs, c'est pas du tout qu'on ne veuille pas s'ouvrir, c'est que on veut faire alliance. Et pour faire alliance, pouvoir travailler ensemble, mener des vraies opérations ensemble. Et c'est pas la même chose d'être 250 coopératives et de là, plutôt à 250, on peut faire du plaidoyer. C'est très difficile de mener une opération de marketing croisée. Vous voyez, ça marche plus. Donc c'est pour ça qu'on est un petit nombre de coopératives, mais nous l'espérons inspirantes pour le reste du secteur. Merci beaucoup. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions dans le chat au fur et à mesure de cette discussion. Je vous invite à le faire. Peut-être, Bastien, là, vous venez la semaine passée, je crois, de quitter la présidence des licornes. Les licornes, ils ont 3 ans d'existence, si je ne dis pas de bêtises, puisque vous avez lancé ça en 2021. À chaud, comme ça, quel bilan est-ce que vous feriez de ces 3 années d'existence? Est-ce que vous avez observé des changements dans la vision aussi du modèle coopératif et plus particulièrement du modèle coopératif d'intérêt collectif? Voilà, quel bilan en positif vous faites de cette expérience de présidence de cette alliance? Alors, écoutez, le bilan, pour moi, est très positif. Je vais vous dire en quelques mots pourquoi, mais avant ça, peut-être préciser pourquoi. J'ai pas, juste pour préciser, je n'ai pas quitté la présidence. C'est que ce sont des mandats de 1 an, renouvelables une fois. Donc, je suis arrivé au terme de mes 2 mandats. Ce sont des élections qu'on fait sans candidat. Donc, le conseil d'administration, personne ne se présente, mais selon une procédure qui est assez rigoureuse et qui porte généralement ses fruits. Un candidat est désigné par l'ensemble des administrateurs et administratrices et après se retrouve chargé de cette fonction s'il l'accepte et s'il ne l'accepte pas, bien sûr. Alors, du coup, le bilan que je fais pour les licornes, je pense peut-être à 3 entrées. Une entrée qui est, on a réussi à faire des choses ensemble, donc la dimension créatrice de l'alliance et le fait que mener des projets communs, cette dimension est en route. On a fait cette levée de fonds,
on a fait ce festival, etc. C'est sans doute ce qui est encore le plus à travailler parce qu'on est des organisations, on a nos gouvernances et tout ça. Donc, je ne vous entends plus, Bastien. Je ne sais pas si c'était le cas également. Là, ça y est, le son est revenu. Pardon si j'étais la seule, mais du coup, je n'ai pas entendu votre réponse depuis que vous avez commencé à donner la première, première réponse à faire tout ensemble. Je vais la faire et puis je vais peut-être brancher mon ordinateur parce que je vois que je suis en fin de batterie et donc peut-être que ça témoigne d'un peu de difficulté de la batterie. Oui, donc je disais, le premier segment, c'est est-ce qu'on arrive à faire des choses ensemble? Donc ça, je pense qu'on y arrive. On a fait ce festival, on a fait cette levée de fonds commune, etc. Je disais que c'était sans doute l'axe sur lequel on doit le plus travailler, parce que c'est pas facile de faire des choses ensemble. On est des organisations constituées avec plusieurs milliers de salariés, donc il suffit pas que les présidents ou les directions générales disent nous voulons faire ça pour que ça se passe. Je veux dire, c'est pas comme ça que fonctionnent nos organisations. Et donc voilà, donc on a des process, il faut réussir à les faire. Il faut réussir à les faire converger, donc ce n'est pas toujours très facile, mais on avance petit à petit et on a des résultats qui sont déjà là sur cette question. Ensuite, je pense que là où on a très fortement réussi, c'est finalement à créer une image de marque et une position dans le secteur. Aujourd'hui, dans notre secteur, tout le monde connaît les licornes et un peu au-delà de lui. Et donc ça, en 3 ou 4 ans, faire naître un acteur comme ça, écoutez, je pense que c'est un beau succès. Voilà. Et du coup, ça me fait arriver à mon 3e élément, c'est que ce succès, il est lié au fait qu'on a réussi, et ça nous a pris 1 an, on a fait beaucoup de travaux, à dessiner une position commune dans laquelle chacune des coopératives était à l'aise. Et cette position commune, parce que elle permettait à chaque coopérative de s'aligner sur elle de façon très facile, facile, le terme n'est pas très bon, très naturel, voilà, très naturel. Ça donnait une grande puissance. Vous savez, c'est comme quand vous êtes en bateau, vous avez le vent qui souffle dans les voiles de derrière, que le courant va dans le bon sens, le véhicule avance, si vous voulez. Et là, en fait, c'est la position qu'on a trouvée. Nous sommes des coopératives de transformation radicale de l'économie dans un contexte de crise écologique. Cette position, je peux vous dire en une phrase, sur laquelle s'alignent du coup des milliers de salariés, ça donnait un élan, et le fait de l'avoir trouvé est, je crois, aussi quelque chose de cool, enfin, de bien, de fort. Merci beaucoup. Alors, je ne vois pas de questions dans le chat sur les licornes précisément, mais peut-être, donc après ce bilan, je vous propose de peut-être nous parler un peu de l'après, à la fois, autant pour les licornes que pour vous, puisque là, votre engagement a pris une nouvelle dimension, je le disais, avec le lancement hier de cette opération Milliard, qui est un fonds citoyen dont l'objectif va être de collecter 1 milliard d'euros pour financer des projets de transformation écologique et sociale, réussir une transition écologique juste. Déjà, qu'est-ce que vous mettez derrière cette transition écologique juste? Quel type de projet de transformation écologique et sociale vous souhaitez financer à terme? Est-ce que c'est toujours des projets alignés avec ces grandes valeurs dont vous nous avez parlé, qui ont trait au modèle coopératif? Est-ce que c'est plus large? Qui prend part à cette nouvelle opération, à ce fonds citoyen? Nous raconter un peu tout ça, et puis nous dire aussi comment est-ce que ça va s'articuler avec les licornes, puisque vous avez rendu la présidence pour passer la main donc à de nouveaux élus.
Mais j'imagine que votre coopération ne s'arrête pas là pour autant. Et donc, comment est-ce que ce fonds citoyen s'articulera peut-être avec l'Alliance des licornes? Dans quelle mesure? Alors, écoutez, cette opération milliard fait la synthèse de beaucoup de choses que je vous ai dites jusqu'à maintenant. Donc, je vais éviter de trop me répéter. Et voilà, notre temps est précieux à toutes et à tous. Comment le présenter? Globalement, l'opération est née d'une tension entre des acteurs de terrain que je vous ai présentés. Moi, je vous ai présenté les coopératives. Il y a des acteurs associatifs, il y a des sociétés même de capitaux, etc. Des gens portent des actions de transformation sociale, de transformation écologique justes, et peut-être je reviendrai un peu là-dessus, et qui voient qu'elles ont entre les mains des capacités à faire cette transformation écologique et sociale, qui voient que celle-ci est demandée de façon de plus en plus urgente par toute la société, en fait, de l'État aux collectivités territoriales, à tout ça, et qui, pour autant, ne sont pas financées. Et qui ne sont pas financées, pour les raisons que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'elles ne génèrent pas, elles ne sont pas très lucratives. Donc, il y a quelque chose qui tend dans cet énoncé. C'est-à-dire, on est capable de faire la transformation dont on a tous besoin. On sait le faire. On a les méthodes, on a les gens qui savent le faire. On a les technos, on a tout ce qu'il faut pour le faire. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? On ne le fait pas parce que la structure du financement de notre économie n'est pas orientée vers cette transformation écologique et sociale. Elle est orientée vers la rémunération des capitaux qui sont injectés. C'est simple et c'est clair. Il n'y a rien d'idéologique dans tout ça. C'est le système tel qu'il est organisé. Et il est organisé comme ça pour de très bonnes raisons. Il s'est organisé comme ça à travers le XXe siècle, parce que ce qu'avaient à financer nos systèmes économiques, notamment dans la deuxième partie du XXe siècle, c'était de la croissance économique. Mais aujourd'hui, c'est plus ça qu'on doit faire. Donc, il faut reprendre ce qu'on appelle les thèses d'investissement, c'est-à-dire il faut reprendre les outils financiers pour qu'ils soient en adéquation avec les besoins de financement de nos sociétés. Faire ça, c'est évidemment très compliqué parce que ça demande de réenvisager le rapport au capital. Ça demande, et globalement, et je le dis, ça demande globalement que le capital soit moins rémunéré. Pourquoi? Parce que transformer la société et habiter le monde en adéquation avec la pérennité du vivant, c'est moins lucratif que les mécanismes d'exploitation qui ont eu lieu jusqu'à maintenant. Voilà. C'est moins lucratif. Ça génère moins de profit. Et donc, le fait de réinterroger ça, eh bien, ce n'est pas sans difficulté. Ce n'est pas sans difficulté, et pour plusieurs raisons. Celle que là, tout le monde va avoir en tête quand j'énonce ça, c'est « Ah oui, parce qu'il y a des intérêts qui sont contraires. » C'est vrai, c'est vrai. Mais ce n'est qu'une des raisons. Il y a d'autres raisons qui sont beaucoup plus infimes, qui sont liées à qu'est-ce que savent faire les gens qui sont dans les fonds d'investissement. Vous savez, c'est des bonnes personnes, c'est des gens comme vous et comme moi, ils veulent bien faire leur travail. Simplement, eux, ils ont été formés et ils sont chargés de mettre en place des tests d'investissement dans lesquels, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a 10 entreprises qui rentrent, il y en a 7 qui meurent, il y en a 2 qui font un équilibre et il y en a une qui surperforme, et là, on se met à les vendre pour des autres.
Problème, on n'a plus le temps de cramer du cash comme ça, en fait. Il faut qu'on investisse notre argent dans des choses qui, effectivement, nous permettent de construire un tissu économique qui soit compatible avec la vie de nos enfants. Enfin, pardon de le dire comme ça. Et donc, ça, il va falloir modifier ça. Pour modifier ça, il faut qu'on soit un certain nombre à dire qu'il faut modifier ça. Et, attendez, je ne suis pas tombé sur ma baignoire ce matin en me levant. Donc, je sais bien que ce n'est pas là, moi, depuis ma visioconférence et avec les milliers de personnes derrière moi-même, ce n'est pas nous qui allons transformer tout ce système. On est bien d'accord. Nous, ce que nous voulons simplement faire, c'est transformer 1 milliard du système. 1 milliard, c'est pas beaucoup. Hein. 1 milliard, c'est ce qui a été investi en subvention par l'État dans une société du nord de la France qui produit des batteries électriques. Les bénéfices des 3 ou 4 plus gros exploitants français d'énergie fossile, c'est plusieurs milliards d'euros chaque année. Je n'ai plus les chiffres exactement sous les yeux, mais je les ai ailleurs. Bon, bref, tout ça pour vous dire que ce n'est pas énorme. Et c'est tout à fait faisable. Ce qu'on veut faire, nous, c'est de dire, voilà, écoutez, on va être plusieurs milliers de dirigeants, de gens qui, nous sommes en opération, nous dirigeons des entreprises, bon. Et on va réfléchir à quelles sont les bonnes thèses d'investissement pour nos projets de transformation écologique et sociale. C'est-à-dire, globalement, comment est-ce qu'on peut accéder au capital pour que ce soit OK pour nos projets. Quelle durée, quel taux, quels outils, etc. Et on va se mettre, aujourd'hui on est 1500, on doit être d'ici quelques mois 5000, à moyen terme 10 000, et de façon démocratique, nous allons déterminer ces thèses d'investissement. Et ces modalités de détermination vont leur donner une grande puissance. Et sur la base de ces thèses d'investissement, nous convaincrons quelques banques de nous donner accès. Nous ne voulons même pas qu'ils nous envoient les fonds, hein, c'est pas ça. C'est donc quelques banques qui gèrent plusieurs milliards d'investissements dans leurs fonds. Nous allons leur demander 100 millions à chacune qui seront mises en accès selon les conditions et les thèses d'investissement définies par le mouvement. C'est pas la révolution, hein, c'est pas le grand soir, hein, c'est pas ça. C'est juste, si vous, telle et telle banque, et on peut parler un peu desquelles, mais on discute déjà avec elles, vous voulez vraiment faire la transformation, nous sommes un point d'appui pour vous. Nous avons défini les thèses d'investissement qui sont compatibles avec nos projets. Alors, du coup, de façon un peu concrète, nous créons un mouvement. Ce mouvement a été créé hier. Il est soutenu par des organisations très en place. Il y avait hier, dans notre lancement, la directrice générale de la Fondation de France, de La France s'engage, le président de SS France, le Crédit Mutuel, je ne vais pas ouvrir toute la liste. Bon, nous créons ce mouvement. Ce mouvement va, à l'automne, créer une fondation citoyenne, pas un fonds, une fondation qui va être dotée de 5 millions d'euros par ces 5000 personnes, disons-le comme ça. Ces 5 millions d'euros sont peu de choses en termes de périmètre financier, mais sont importants pour mettre une démocratie financière au cœur de la démarche, puisque la Fondation soutiendra, par diverses actions, l'élaboration de ces thèses d'investissement compatibles avec nos besoins. Première étape, premier étage de la fusée. Deuxième étage de la fusée, sur la base de ces thèses d'investissement, nous convainquons 3 grandes banques de nous donner accès à 3 fois 100 millions. Dernier étage de la fusée, une fois que les opérateurs financiers auront dit « Ah oui, ces thèses d'investissement sont intéressantes », une fois que ces 300 millions nous auront permis de dire « Regardez, avec ces 300 millions, on est capable de relier des projets, de leur donner une capacité de passage à l'échelle, de créer des méthodologies sociales de transformation, etc. », nous demandons aux acteurs publics de prendre leurs responsabilités et de compléter le tour de table à hauteur de 700 millions. Ces 700 millions sont répartis de la façon suivante. 350 millions en investissement, donc auprès notamment de la Banque des Territoires et de la Banque publique d'investissement, dans des sociétés, qu'elles soient de personnes ou de capitaux, coopératives, de capitaux, mais en investissement. 350 millions en subvention.
parce que le secteur associatif est concerné et parce que la subvention n'est pas un gros mot. La subvention permet de financer des projets qui sont importants pour la société. Et ces projets doivent être soutenus. Et donc, nous irons voir le gouvernement pour lui demander de finir le tour de table à hauteur de 350 millions. Et je dis le gouvernement français, mais l'Union européenne est concernée également, de façon à compléter ce milliard. Et, très sincèrement, aucun argent n'aura été aussi bien investi. Avec 1 milliard d'euros, on ne va pas faire la transformation écologique. Ça, vous avez lu le rapport de Pisani-Ferry et Madame Mahfouz. Il faut 67 milliards d'euros par an. C'est pas ça qu'on va faire. On va être un formidable laboratoire de recherche et développement sur tous les territoires, sur des projets qui sont en cours, qui agissent, qui sont en action, pour dire nous avons des modèles. Si un jour vous voulez le faire, nous avons des modèles. Ça coûte 1 milliard d'euros. Ça met la France au top niveau international de tout ça. Ça a commencé hier. Merci Bastien. Donc dans le chat, on nous demande sur ce terrain de l'accès à la finance, donc pour soutenir la transition écologique, quels vont être vos alliés avec cette opération milliard? Est-ce que vous avez des alliés du côté des économistes atterrés, de think tanks comme par exemple l'Institut Rousseau qui travaille sur la question? Est-ce que les banques avec lesquelles vous avez commencé à discuter, est-ce qu'il y a le crédit coopératif qui y figure? En gros, avec qui est-ce que vous discutez sur des sujets aussi importants, si cruciaux? Et peut-être, moi je rajouterais, comment est-ce que vous vous situez aussi dans un écosystème où il y a d'autres acteurs, et c'est bien normal et nécessaire, qui veulent, qui réfléchissent à cette transformation du rapport un peu démocratique dans le monde de la finance, comme des structures comme Team for the Planet, le mouvement Impact France. Comment vous vous situez par rapport à eux? Et voilà. Et quels seront vos alliés dans tout ça? Alors, écoutez, globalement, nos premiers alliés étaient hier autour de la table. Ça fait, je dirais, sur le plan institutionnel, une cinquantaine de structures, donc je ne vais peut-être pas toutes les nommer, ce serait un petit peu long, mais ce sont des alliés qui sont effectivement dans le secteur de la finance, avec plusieurs entrées. Donc, le Crédit Mutuel était là hier. Le Crédit Mutuel a mis en place un dividende sociétal, qui est une opération extrêmement intéressante, qui lui permet de dégager 500 millions d'euros par an pour des projets de transformation écologique et sociale via son fonds Révolution. C'est très important. Vous avez effectivement le crédit coopératif, beaucoup plus petite banque, mais qui a quand même des capacités d'action, et puis surtout derrière, c'est BPCE. Donc, le système bancaire est concerné et va l'être de plus en plus. Mais vous avez aussi les fondations, donc je vous ai cité la Fondation de France et la France s'engage, sont deux fondations importantes du secteur. La présidente du Centre français des fondations, Marion Delouvier, s'est excusée, elle ne pouvait pas être là, mais elle est au courant de la démarche et on peut évidemment lui en parler. Donc les fondations sont également concernées. Ensuite, vous avez autour de la table un ensemble de projets et de grandes familles de projets. Vous avez la présidente du mouvement associatif, la Toury, qui était là. Vous avez la déléguée générale de la CGSCOP qui était là. Vous avez, bon, je ne vais pas toutes les citer, bon, mais les grandes familles. Vous aviez, par exemple, aussi, je le dis, c'est important, quelqu'un du CJD, c'est-à-dire du Centre des jeunes dirigeants. Vous voyez, ce n'est pas l'économie sociale, c'est les jeunes dirigeants. Donc, les passerelles doivent être établies. Ça, c'est par rapport au principe. Ensuite, vous avez des structures elles-mêmes. Et c'est important. Vous avez la directrice générale d'Enercop. Vous avez le président du groupe Vive, qui est le plus grand groupe mutualiste en France. Excusez-moi, je suis en train de refaire. La table était en U, hein, donc je suis en train de me repasser mon U. Mais vous avez des acteurs comme ça. Puis des acteurs qui agissent aussi
dans les quartiers. Vous avez la présidente de Voisins Malins, vous avez le président de Mosaïque RH, vous avez etc. Parce qu'on a besoin d'acteurs, on est un mouvement d'acteurs. Donc, c'est important qu'ils soient conscients. Ensuite, bien sûr, il faut des capacités d'analyse. Donc, Éloi Laurent, qui est un économiste qui a beaucoup travaillé sur ces sujets-là, était excusé, mais il aurait dû participer. Thierry Cibleux de l'ESSEC était là. Bon, en gros, si vous voulez, ça, c'est pas le plus difficile parce que le système universitaire et de recherche est à la recherche d'actions concrètes sur le terrain. Donc, on va les avoir avec nous. Il n'y a pas de sujet. Finalement, c'est peut-être plus facile pour moi de vous dire qui n'était pas là, parce que en vérité, quasiment tout le monde était là, et ceux qui n'étaient pas là, c'est qu'on n'avait pas de place autour de la table, et on est en contact, on est ouvert, juste, on ne peut pas tout faire à tous les moments. Bon. Ceux qui n'étaient pas là, c'est plus l'État et les collectivités territoriales. Mais pour moi, c'est une question de moment. C'est-à-dire, là, il faut que les forces civiles s'organisent en tant que forces civiles pour être en capacité de mener un dialogue qui soit positif avec les autorités publiques, c'est-à-dire sur lesquelles les autorités publiques, que ce soit l'État, les collectivités territoriales, puissent s'appuyer de façon conséquente. Donc je crois que c'est important qu'on formalise et que derrière on puisse mener une discussion qui soit positive pour l'ensemble des parties. Aujourd'hui, et je vous le dis, je ne sais pas combien de personnes participent aujourd'hui, mais maintenant je vais commencer à le dire tout le temps, le fait que les institutions nous suivent dans le milliard, je ne vais pas vous dire que c'est facile, mais ceci n'est pas le plus difficile. Nous avons les rendez-vous que nous voulons avoir. Les gens comprennent bien les enjeux. Ils voient bien leur intérêt. Donc, ça va marcher. Ça va marcher si nous constituons une force civile de dirigeants et de dirigeantes. Et parmi vous, il y en a, parce que quand je dis dirigeants, dirigeantes, ça veut dire quoi? Ça veut dire de personnes responsables qui, quand elles disent on a besoin d'1 milliard, on voit bien qu'elles le disent de façon très sérieuse, en fait. Et ça, il faut que nous passions de 1500 à 5000. Et là, chacune a une responsabilité. Et si ça marche pour l'instant, c'est que je pense aussi que moi, finalement, à un moment, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste levé la main en disant, attendez, c'est possible, on peut le faire, on peut faire une différence. Il ne faut pas... le discours autour de l'urgence de la transition est un discours qui est hautement démobilisateur. Tout le monde se dit, mais en fait, on ne va pas y être. 2030, c'est demain, on ne va pas y arriver, etc. Il faut absolument lutter contre ça. Il faut sortir de l'urgence. Il faut se dire qu'on est capable de s'organiser. Et là, chaque personne compte pour le faire. Merci beaucoup. Donc, on nous dit que ces initiatives sont formidables, ils méritent d'être beaucoup et beaucoup plus médiatisées. Donc, est-ce que vous avez un plan d'action, de communication, de diffusion de cette opération milliard large auprès de qui? Des grands médias, le grand public? Et puis, peut-être aussi, est-ce que vous auriez des exemples concrets de projets qui pourraient être financés par cette opération? Oui, ben je vais bien sûr, je vais vous en donner quelques-uns, parce que ça permet de mieux comprendre. Mais avant tout, du coup, je voudrais conclure ce que je disais avant. Donc, on a créé l'association, il faut que les gens adhèrent. C'est sur opérationmilliard.org. Il suffit d'adhérer, c'est 1 €, et ça permet de constituer cette force. Et cette force, finalement, la campagne du milliard, qu'est-ce que c'est? C'est une immense campagne de communication pour dire qu'on est capable, qu'on peut le faire. Agissez comme si vous ne pouviez échouer. C'est possible. Et donc, il faut que tout le monde adhère. Derrière, bien sûr, la fondation, ça nous donnera des moyens financiers pour mener ces opérations de communication. Aujourd'hui, on le fait, je vais vous dire, avec les moyens du bord, mais c'est un petit peu ça. On le fait parce que là, à travers ces réseaux, les gens qui étaient là derrière la table hier, vous voulez, c'est quand même d'assez gros réseaux de mobilisation, y compris médiatiques, etc. Donc, on avait par exemple une tribune dans Le Monde le jour du lancement. Bah, ça a l'air de rien, mais il faut quand même déjà le faire. On va avoir de la presse, etc., etc. Mais c'est encore insuffisant. Ce qui va permettre vraiment la communication, c'est une forme de viralité des personnes
des dirigeants pour aller vers les projets et que ceux-ci soient connus. Puis après, bien, si cette viralité fonctionne, les gros médias, parce que Le Monde, c'est super, tout ça, mais ce n'est pas des gros médias, malheureusement. Les gros médias qui sont très écoutés s'empareront après, mais on n'a pas besoin d'eux dans un premier temps. On a besoin de 5000 dirigeants déterminés. Je n'ai pas besoin de passer sur BFM TV demain, etc. Pas besoin de ça. Ça va aller. Et si on a ces 5000 personnes, les institutions vont nous suivre. Cette partie-là est tout à fait gagnable. Qu'est-ce que ça doit nous permettre de financer? Je vous donne un exemple très simple, très parlant. Enercop. Enercop donc fournit de l'énergie durable, c'est-à-dire de l'énergie non nucléaire, à 200 000 personnes. La coopérative emploie 400 personnes, le fait de façon très territoriale. Elle le fait depuis 15 ans, elle sait le faire. Il y a 65 000 sociétaires chez nous, pas actionnaires, 65 000 personnes. Tout ça est très serein. Qu'est-ce qui se passe au moment où la guerre en Ukraine est déclarée? Vous mettez à avoir une volatilité des marchés de l'énergie extrêmement forte et un renchérissement des coûts de l'énergie extrêmement fort. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? L'État français décide de subventionner. Oui, vous m'entendez, ça a fait un peu figé. L'État français décide de subventionner de façon importante le nucléaire en permettant aux acteurs qui ont recours à ce qu'on appelle l'Arenh, c'est-à-dire qui en gros sont dans un pacte avec EDF, de bénéficier de tarifs EDF qui sont sous les valeurs de marché. Ce qui fait que des gens qui produisent de l'électricité non nucléaire, qui en consomment, qui en revendent, comme Enercop, mettent à toucher leur énergie très au-dessus de la valeur à laquelle peut être vendue l'énergie nucléaire. Donc, ça nous pose des problèmes qui sont des problèmes de marché. Nos entreprises y font face toute la vie, mais ça nous pose ce problème. Et donc, à ce moment-là, l'ensemble de nos parties prenantes se disent, jusqu'à là, nous achetions notre énergie non nucléaire pour la revendre à 200 000 personnes. Ce qu'il faut que nous fassions maintenant, c'est que nous ayons nous-mêmes nos forces de production. Alors, ça peut sembler un sujet un peu trivial, mais produire de l'énergie pour 200 000 personnes, ça demande certains investissements. Ces investissements ne sont pas compliqués. Il faut pouvoir acheter du foncier pour y mettre des parcs photovoltaïques et de l'éolien. C'est facile, on sait le faire. Mais ça nous demande 140 millions d'euros. 140 millions d'euros, c'est pas énorme. C'est un investissement qui est sécurisé, on parle de foncier, etc. Mais nous sommes une coopérative, donc on a du mal à y accéder. Pourtant, ce qu'on produit comme valeur est immense, parce que ça va bien au-delà de cette électricité non nucléaire qui est distribuée. C'est 200 000 personnes qui sont formées aux enjeux de la transition énergétique, parce que nos clients sont formés à comment est-ce qu'on consomme moins d'énergie. Et ils sont formés à comment est-ce qu'on consomme moins d'énergie parce que notre coopérative n'est pas dans un cycle de croissance. Nous, notre objectif, c'est que les gens aient une relation à l'énergie qui soit compatible avec la transition écologique. Et donc, on leur apprend à moins consommer d'énergie. Bon, je vous donne cet exemple, mais il y en aurait plein d'autres. C'est plutôt un gros exemple puisque c'est 140 millions. Mais il y a des petits projets d'innovation sociale et écologique très importants, des tiers-lieux, des choses qui se passent sur les territoires à des toutes petites échelles. Je ne sais pas, la reprise en permaculture d'une ferme n'importe où. Bon, bref. Et là, c'est plus petit, mais ça fait l'ensemble de ce qu'on a à réaliser. Pardon, excusez-moi, j'étais un peu long sur Enercop, je m'en excuse, mais ça illustrait le propos. Pas du tout, ça illustre bien l'exemple de projets qui pourront être financés. Merci beaucoup. Si vous avez des regrets, c'est le moment de poser vos questions dans le chat, puisque je rappelle qu'on terminera ce webinaire à 14h30 précise pour vous libérer à l'heure comme convenu. J'ai une autre question, d'abord qui vous félicite pour votre engagement et qui demande si, pour rendre viable donc cette transformation que vous appelez de vos voeux, il faut changer beaucoup de choses au niveau politique et institutionnel, y compris au niveau européen. Est-ce qu'il y a des freins, des blocages, des choses qui pourraient être mises en place pour accompagner ces transformations qui vous viennent comme ça un peu au débeauté?
Ok. Moi, je suis avant tout un homme d'entreprise et, et un acteur civil, et donc je me concentre surtout sur ce que je peux faire et ce que je peux transformer. Ce que je vous disais tout à l'heure, ce que nous pouvons faire en étant plusieurs milliers, dizaines de milliers de projets, avec 1 milliard d'euros, c'est de constituer des bases de modèles pour faire une transformation de l'économie qui soit positive et juste pour tout le monde. Ça, en gros, ce que nous pouvons faire, nous, c'est de dire que c'est possible. Le faire advenir à grande échelle, là, ça demande l'État. C'est pour ça que moi, je suis aussi, j'ai toujours été, et je le suis encore plus aujourd'hui qu'hier, un grand défenseur de l'État. L'État a des capacités d'action qui permettent de réorienter massivement la production. L'État a des capacités de régulation qui permettent de réorienter massivement la production. Et cela dépend de nos majorités et de nos cycles politiques qui doivent non seulement être respectés, mais surtout soutenus. Et donc, parce qu'une réponse à votre question, Léa, ce serait de vous dire, un des éléments bloquants, finalement, c'est la politique publique. Et moi, je ne le vois pas comme un élément bloquant, je le vois comme un élément à transformer. Et donc, voilà. Et là, il est certain, et je ne fais pas tout ça pour ne pas porter une parole qui soit une parole franche, il est certain que les échéances de 2027 sont des échéances extrêmement importantes et aujourd'hui extrêmement incertaines. Donc, voilà. Mais chacun prenne ses responsabilités. Les nôtres, c'est 1 milliard d'euros, force civile, pour montrer que c'est possible. Merci beaucoup. Une petite question un peu organisationnelle. Comment est-ce que donc, toutes les opérations auxquelles dont vous avez présenté 2 exemples qui pourraient être financées par le milliard feront l'objet d'appels à projets? Enfin, comment est-ce que vous allez décider des fonds à attribuer ensuite? Alors, bien, merci pour la question, qui est une bonne question sur laquelle on travaille aujourd'hui. Il faut que nous construisions dès maintenant, et c'est ce que j'arrête pas de dire à toutes les équipes, il ne faut pas attendre d'avoir cherché le milliard pour commencer à se demander comment est-ce qu'il est réparti. Il faut que ça se fasse de façon concurrente, enfin, au même moment. Et donc, il faut que dès maintenant, on réfléchisse à comment est-ce qu'on va faire remonter les projets sur l'ensemble des territoires, et comment est-ce qu'ensuite on va tracer la redescente de l'argent, puisqu'il est assez probable que nous ne distribuions pas nous-mêmes l'argent, mais que nous agissions sur des acteurs dont c'est le métier pour transformer leurs conditions d'accès à l'argent et ensuite de distribution. Mais toujours est-il qu'il faut que nous puissions tracer l'ensemble de ces flux. Et donc aujourd'hui, il semble ressortir des travaux, mais je ne veux pas préjuger de leur fin, c'est qu'il nous faudra une organisation territoriale et que donc nous ayons des antennes de niveau territorial qui nous permettent de faire remonter les besoins et ensuite de tracer la répartition des fonds. Bien sûr, ça demande d'avancer. Il y a 6 groupes de travail dans le milliard. Le premier objectif, c'est celui du récit. Le deuxième objectif, c'est celui d'articulation des réseaux. Le troisième objectif, c'est celui des lieux, puisqu'on va s'appuyer sur 200 lieux sur l'ensemble des territoires. Quatrième objectif, besoin de financement. Cinquième objectif, désir d'épargne renouvelée. Sixième objectif, forme des véhicules financiers. Bref, excusez-moi, je vais un peu vite, mais tout ça pour vous dire que pour faire appel au projet, il faut aussi pouvoir dire quels sont les projets éligibles. Et donc ça, il ressort de l'objectif 1, qui doit déterminer le récit commun du mouvement, de dire quels sont les critères, qu'est-ce qu'on estime aujourd'hui est un projet de transformation écologique juste. Je peux vous donner ma réponse, pas de problème, elle est claire. Mais plus intéressant que ma réponse, la réponse que le mouvement va apporter à cette question. Et c'est là qu'est l'exercice démocratique, et c'est là qu'est la puissance du mouvement. Merci beaucoup, Bastien.
Je ne vois plus d'autres questions dans le chat. Je pense que par ailleurs, nous arrivons quasiment au bout du temps qui était imparti à cet échange. Je vous remercie beaucoup. Je crois que votre dernière intervention permet de bien boucler avec le départ, montrant que tout l'enjeu de ce système coopératif, puis plus largement d'un changement de modèle économique, c'est aussi d'aller vers des gouvernances renouvelées, plus démocratiques. Voilà. Merci pour l'heure et demie que vous nous avez accordé. Merci pour tous ces échanges. Merci à tous pour vos questions nombreuses dans le chat. On était nombreux aujourd'hui, puisqu'on ne l'avait jamais été pour ce cycle. Donc, c'est une excellente nouvelle. Petit point agenda sur peut-être les prochaines actions qui nous réunissent dans le cadre du partenariat IGPDE Fabrique d'innovation pour les transitions du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Je vous l'ai annoncé au début de ce webinaire, mais donc prochain rendez-vous en ligne le 23 avril prochain matin pour une table ronde économie et changement climatique dédiée à l'assurabilité, les questions d'assurance des risques climatiques. On discutera avec un rapporteur de la mission confiée par Bruno Le Maire et Christophe Béchu à leurs deux ministères donc sur ces questions d'assurabilité, avec la Caisse centrale de réassurance, avec aussi France Assureur et puis un des rapporteurs, une des trois personnes qui ont pris en charge de cette mission, donc Christophe Béchu, Bruno Le Maire. Vous pouvez vous inscrire sur le site de l'IGPDE et le prochain rendez-vous donc de ce cycle qui nous réunissait aujourd'hui, le cycle Il et Elle l'ont fait, sera donc une visite puisque nous avons à la fois des webinaires, à la fois des visites et elle se déroulera à la Ferme du Rail en juin prochain. De la même façon, vous pouvez dès à présent vous inscrire. C'est un lieu, une ferme urbaine située dans Paris, en région parisienne, accessible donc aux fonctionnaires d'administration centrale de nos deux ministères. Je vous remercie encore tous pour votre présence et votre participation. Merci Bastien et on suivra avec attention le déroulé des événements donc, de cette opération milliard. Merci beaucoup Léa et merci à toutes et à tous.